Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Facilité d'énergie propre au réseau OCEF du Millennium Challenge Account Bénin 2. Je suis Christelle Kenou, chargée de communication junior à l'OCEF et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à ce webinaire qui vous offre des informations sur comment remplir votre demande de cofinancement pour le deuxième appel à projet de l'OCEF. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous connecter donc à l'audio afin de recevoir le son pendant le webinaire. Et allez dans le menu audio, choisissez connexion audio et cliquez sur appeler à partir de votre ordinateur. N'oubliez pas également de couper votre micro et votre webcam pendant la présentation. Posez également donc les questions dans la partie réservée aux messages et envoyez-les à tous les contacts pour que nous puissions les voir. Les différentes sessions de ce webinaire seront présentées par M. Dario Cesario, gestionnaire des subventions à l'OCEF, et M. Robert Van der Plas, chef d'équipe de la Facilité d'énergie propre au réseau. Dans le cadre de ce webinaire, un bref rappel sur les éléments clés du deuxième appel à projet seront présentés. Et ensuite, nous allons passer en revue la structure du formulaire de demande de cofinancement et les documents complémentaires à annexer au formulaire. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Robert Van der Plas pour sa présentation. Merci Kenou. Je voudrais vous rappeler quelques éléments clés. Qu'est-ce que nous attendons de vous? D'abord, la proposition de projet, c'est à base de votre initiative. C'est votre projet et nous allons supporter votre projet si les conditions sont remplies. Le programme entier, c'est un programme basé sur les résultats et donc nous allons vous rembourser au moment où vous avez obtenu des résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soumettre un plan d'affaires sur 10 à 15 ans, bien que notre appui n'est plus que 24 mois. On souhaite avoir des activités durables. Et donc, on prend un horizon de 10 à 15 ans. Vous avez aussi besoin d'un plan financier bouclé. Le financement d'OCEF, c'est un complément à votre financement propre. Donc, on cherche des soumissionnaires qui sont capables techniquement et financièrement, et ça peut être fait par un seul soumissionnaire ou par un consortium de plusieurs partenaires. Notre appui sera donc pour améliorer votre plan d'affaires. C'est fait dans une forme de cofinancement sous forme de dons. Il faut que je rappelle que les aspects transversaux sont tellement importants qu'il faut le prendre très au sérieux. Merci M. Robert pour votre présentation. Nous allons à présent passer la parole à M. Dario pour sa présentation. Merci que on passe directement à la présentation du formulaire en partant du modèle que les soumissionnaires sont appelés à soumettre. Donc devant vous, vous avez les formulaires comme n'importe quel soumissionnaire là actuellement. Donc on va essayer de les parcourir dans le temps qui nous est imparti en décrivant les points plus importants saignants de ces documents. Comme vous voyez, ils vous ont donné certaines indications. Il est important que les informations sont mises dans l'ordre dans lequel sont demandées dans les formulaires, qu'ils soient les plus complètes possibles. Et étant donné, comme vous voyez, que toutes ces sections sont liées à la grille d'évaluation qui est annexée aussi dans cet appel à proposition, c'est l'annexe E des lignes directrices, du guide pour les soumissionnaires. Alors, ces formulaires se composent de 11 sections plus une section d'annexe et une liste de contrôle.
On va les parcourir rapidement. La première section concerne les renseignements sur les soumissionnaires. Donc, c'est un peu les cadres de votre organisation, les normes, à quelle catégorie vous appartenez, ainsi de suite. Votre adresse, adresse physique, site web, la personne de contact en cas de nécessité de demander des informations supplémentaires. Et donc, toutes ces informations, vous les remplissez ici et vous annexez aussi les formulaires qui vous est donné ici en annexe pour remplir un peu les capacités de votre entreprise. De même, vous faites pour la section D. Si vous avez des partenaires, les partenariats n'est pas obligatoire, mais les vivement souhaités. S'il y a des partenaires, alors il faut remplir pour chaque partenaire cette section D qui est là, y compris les annexes qui vous ont demandé, les modèles concernant l'expérience du partenaire et aussi les mandats que les partenaires donnent aux soumissionnaires chefs de file pour les représenter. Successivement, la section 3 concerne les profils du projet. C'est juste une description rapide de votre intervention. Où est-ce qu'il va intervenir, combien c'est les montants, pour combien de temps, quels sont les principaux résultats attendus, les principales activités. Ça, c'est la section 3. C'est juste une photo immédiate et bref résumé de votre projet. La section 4, ça se relie à la section 1 et 2 qui concerne les capacités un peu des demandeurs. Ici, il s'agit de voir des capacités de gestion concernant l'activité qu'on veut mener spécifiquement. Donc, on vous demandera, d'un côté, d'écrire les systèmes internes de gouvernance, joindre un organigramme, expliquer comment ça va se passer la gestion et surtout s'il y a joindre les CV aussi des personnels responsables, pas du personnel d'appui évidemment, et aussi les accords, quel est le niveau de participation, quels sont les accords qui existent. À ce sujet, il est important de citer que s'il s'agit de partenariats, un mémorandum de partenariat en bonne et due forme doit être signé par tous les partenaires. Il ne s'agit pas d'une simple lettre, mais c'est un mémorandum qui définit les différentes tâches, les différentes responsabilités des membres du consortium. Ici, il faut les remplir et les joindre, signer et joindre par les partenaires. La section 5 concerne la description du projet. Donc, c'est la description un peu concernant l'activité que vous allez mener. Donc, les problèmes à résoudre, les éléments de technologie, la durabilité économique. Il s'agit du résumé, si vous voulez, des activités que vous allez conduire. À la section 7 est important aussi 5.7 concernant l'implication des parties prenantes. Étant donné qu'on est dans le cadre de la faisabilité des projets, de l'identification des projets, donc dans cette phase, il est important que les parties prenantes, notamment les autorités locales et les autorités aussi traditionnelles, tous ceux qui sont du pouvoir dans la zone soient contactés, les populations, pour voir le niveau d'acceptation de votre projet. Et ici, si vous faites des réunions, si vous recevez des lettres de soutien, ainsi de suite, vous pouvez les annexer à cette section. La section 6 concerne la pertinence du projet. La pertinence, c'est de répondre au fait, est-ce que ces projets répondent effectivement aux besoins de l'OCF, donc d'une certaine manière aux priorités et aux objectifs de l'OCF? Est-ce qu'ils répondent aux objectifs et aux priorités de la région et des autorités nationales en ce qui concerne, par exemple, est-ce qu'ils s'inscrivent dans la politique sectorielle en matière de l'énergie? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans la politique sectorielle en matière de l'eau, si on veut faire de l'énergie renouvelable pour les pompages d'eau, par exemple, Donc, toute cette partie, la dernière partie de la pertinence concerne les populations. Est-ce que les populations, c'est effectivement les problèmes des populations qu'on veut résoudre? Quels sont les problèmes que ces populations ont et spécifiquement quelles sont l'implication de ces populations, soit au niveau pour ceux qui sont les plus défavorisés et les femmes et les plus vulnérables, mais aussi du point de vue environnemental. Quelle est la pertinence de votre intervention par rapport à l'environnement, Donc, la section concernant
les plans de travail et les étapes importantes, comme il vous a été dit, c'est une gestion des projets axée sur les résultats, donc il se base sur les états d'avancement. Les états d'avancement que vous déclarez sont sur la base de cela que nous allons vérifier et débloquons les financements de l'OCEF. Donc sur la base des résultats atteints, des outputs atteints, des résultats intermédiaires. C'est important donc de faire un plan de travail avec des jalons bien détaillés, les plus possibles bien détaillés, que vous allez annexer au point 7. Le point 8 concerne la cohérence du projet. Ça, c'est le cœur du projet, c'est le cadre logique, la matrice du cadre logique et tous les éléments qui concernent les hypothèses et les risques qui peuvent influencer votre projet. La section 10 concerne la durabilité de l'activité. On regarde la durabilité technique en ce qui concerne la technologie. On regarde la durabilité économique, donc la faisabilité économique de votre projet. Donc c'est les plans d'affaires. Vous allez voir, il y a un module fait avec 7 fiches, 7 feuilles à remplir qui détaille votre plan d'affaires et qui devait être annexé ici. On regarde aussi la durabilité sociale, environnementale et de santé. Donc, comment l'intervention pourra être assimilée, bien appropriée, comment les populations pourront s'en approprier, quoi. Comment est-ce que ça ne crée pas de déplacements, est-ce que ça ne crée pas des problèmes du point de vue de la durabilité sociale, quoi, proprement dit. Donc, des problèmes sociaux. Les mécanismes, comment on entend impliquer, par exemple, les plus vulnérables, quoi. Et plusieurs questions. Comme vous voyez, les questionnaires, ce n'est pas compliqué. C'est des questions très limitées qu'on vous demande juste d'écrire quelques lignes pour chaque point, pour nous donner une idée de comment vous entendez aborder ces problèmes. Il ne s'agit pas d'écrire longuement, quoi. Donc, il ne faut pas vous faire effrayer par toutes ces petites sections qui sont là. Ici, justement, on vous a mis un guide pour l'intention des soumissionnaires en ce qui concerne les aspects environnementaux et genre. Il y a un guide qui peut vous dire un peu quels sont les éléments qui seront regardés pendant l'évaluation et comment vous conformer. Il y a un questionnaire qu'il faut annexer au formulaire, comme vous le voyez ici, quoi. Enfin, il y a la durabilité institutionnelle qui concerne effectivement la durabilité du point de vue de l'activité, du point de vue de l'acceptation du dispositif institutionnel par la suite, après la fin de la phase d'investissement. La dernière point, c'est l'avant-projet de passation des marchés. Lorsqu'il s'agit de passer des marchés donc, qui dépassent certains montants selon les règles de passation des marchés qui sont données en annexe des documents pour cet appel à proposition. Donc, il y a un tableau à remplir qui concerne les passations les marchés que vous entendez passer dans ces formulaires. Là aussi, vous téléchargez les modèles, vous les remplissez et vous les téléchargez sur le site. La section 12, c'est les autres annexes. C'est tous les annexes que vous pouvez qui vous pouvez mettre concernant l'information individuelle. La preuve de la capacité financière, effectivement, on vous demande les états financiers des 3 dernières années du soumissionnaire, mais aussi des partenaires. La fiche d'identification, c'est tous des annexes les titres de propriété que si vous avez, vous annexez, quoi. Les accords des autorités, ainsi de suite. La section 13, c'est juste une déclaration. Il s'agit de la télécharger, la remplir, la signer, la dater et la télécharger. La 14, c'est juste une liste qui vous sert pour contrôler si vous n'avez pas oublié certaines choses, quoi. Donc, vous allez à la fin de votre formulaire vérifier si tous ces points sont répondus. Donc, une fois vous êtes sûr, oui, qu'ils sont répondus, ça veut dire que vous avez tout répondu et vous pouvez soumettre à ce moment votre proposition. Et sur ce, je m'arrête. J'ai 3 recommandations pour vous. D'abord, il y a un guide pour la soumission des projets et je recommande fortement de le lire parce qu'il y a beaucoup de données et des instructions et de clarifications. La deuxième chose, c'est
le formulaire est un peu long, mais n'est pas compliqué. Et je recommande donc de commencer à remplir rapidement et ne pas attendre la fin de période de soumission. Et la troisième recommandation, c'est de regarder la grille d'évaluation parce que là, ça va donner des indications comment vous pouvez améliorer votre demande. Merci, Monsieur Robert. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Si vous avez des questions donc, à poser par rapport donc, à ces différentes sections donc, du formulaire, n'hésitez donc pas à les écrire dans la partie réservée aux messages. Nous allons donc y répondre. Ma première question s'adresse à Monsieur Dario. Il y a un participant qui voudrait savoir si le listing des communes dans le plan de développement, dans le PDERH, est-ce que cela doit suivre rigoureusement cette liste de communes ou bien on peut choisir donc des villages qui n'y apparaissent pas? Oui, le guide pour les professionnels vous indique dans la partie qui concerne la couverture géographique certaines indications. Il faut se dire que la seule indication fixe, c'est que les interventions doivent être faites sur le territoire du Bénin, de la République du Bénin. Les plans de directeurs de l'énergie renouvelable vous donnent une liste des pays et des villages qui sont propices à l'installation. Mais il ne s'agit pas d'une obligation. Mais tenez présent qu'évidemment, pendant l'évaluation, on tiendra présente si vous vous intégrez, vous êtes pertinent par rapport à votre intervention, par rapport à ce qui est ces plans. Et évidemment, si vous n'êtes pas pertinent, vous risquez de perdre un peu de points dans l'évaluation. Merci pour votre réponse. Notre deuxième question va s'adresser à M. Robert. M. Robert, un intervenant voulait savoir si la date d'éligibilité des dépenses permet-elle des dépenses préalables à la décision de participation ou non du MCA. Je reformule la question. Est-ce que la date d'éligibilité des dépenses permet-elle des dépenses préalables à la décision de participation ou non du MCA Bénin? L'étude de faisabilité du projet, c'est vraiment la seule dépense qui est éligible au financement de l'OCEF. Toutes les autres études ne seront pas éligibles. Merci pour vos clarifications. Oui, monsieur Dario. Non, en particulier, je voulais préciser, toutes les autres études, surtout s'il y a des études d'impact environnemental, et tout ça ne sont pas du tout éligibles au financement. La seule dépense qui peut être prise en charge avant la signature du contrat, qui peut être financée successivement, donc ils sont ex post, c'est l'étude de faisabilité. Concernant le plan d'affaires, alors est-ce que le plan d'affaires peut être au-delà de 15 ans? C'est un intervenant qui pose cette question, M. Robert. Oui, le plan d'affaires peut être 15 ans ou même plus, certainement pour le mini-réseau. Notre objectif, c'est d'avoir des projets durables. Et pour la durabilité, on a aussi un plan d'affaires qui le reflète. Oui. Marc, je vais préciser, lorsque vous choisissez l'horizon de projection de votre plan d'affaires, assurez-vous que ce n'est pas un choix fantaisiste. Il faut que ce soit un choix rationnel qui corresponde à ce qui se fait dans l'industrie. Alors, comme son nom l'indique bien, dans ce webinaire, bien rempli son formulaire de demande de cofinancement, nous vous invitons également donc à poser toutes vos questions liées donc aux différentes sections du formulaire de demande de cofinancement pour plus d'éclaircissement. Nos différents experts de l'OCEF seront là pour vous donner plus de détails sur le formulaire de demande. Nous allons toutefois continuer avec les questions des différents intervenants. Alors, ma question va s'adresser à M. Dario. Concernant la fenêtre 2, sachant qu'une société, par exemple une société internationale, détient à peu près 80%
d'une société A, qui est une société viennoise, est-ce que cette société peut soumettre pour un projet avec la société B? Pour ça, on ne peut pas vous donner les choix, ça vient à vous, quoi. Vous devez vous limiter, vous devez vous inspirer de ce qui est écrit sur le guide pour les soumissionnaires. Évidemment, c'est les capacités des soumissionnaires qui vont être soumissionnaires et leurs partenaires qui vont être prises en compte. Maintenant, la répartition, qui doit être demandeur, qui doit être soumissionnaire, ça revient absolument à vous et ça fait partie justement du concours, quoi. Effectivement, on a beaucoup de questions dans ce sens et nous allons davantage prendre vos questions spécifiquement au formulaire de demande. N'hésitez donc pas à écrire vos différentes questions dans la partie réservée au message. Nous allons donc y répondre. Oui. Alors, je vais revenir un peu sur ce volet-là, les questions liées aux soumissions avec des entreprises qui l'une détient des actions dans l'autre. Je crois que le schéma, disons, nous avons une variété de possibilités de combinaison. Donc, envoyez les questions, nous allons analyser et vous faire des réponses que vous pouvez voir sur le site lorsque nous allons répondre à vos questions. Merci, M. Marc, pour cet éclaircissement. Alors, on a également une question concernant la fenêtre 2. La question, je vais l'adresser à M. Dario. Alors, peut-on suggérer une liste de X localités et en mettre quelques localités en plus en réserve au cas où un soumissionnaire donc, est sélectionné dans plusieurs ou une même localité? Évidemment, ces questions, idéalement, doivent être résolues avant la soumission du projet. Si vous avez l'intention de présenter, vous faites votre plan d'affaires pour une zone déterminée, quand vous faites l'étude de faisabilité, et donc vous descendez sur le terrain, il faudrait vous vérifier s'il n'y a pas déjà d'autres intervenants dans la zone. Ça, idéalement, ça doit être vu a priori. Parce qu'après, si vous laissez les problèmes, c'est au niveau de l'évaluation que cette situation sera analysée. Il est évident que le projet ne peut pas être changé en termes de résultats, objectifs et en principe activité, et aussi de budget. Donc, tenez présent cet aspect, quoi, et essayez de ne pas faire des villages d'aller tout dans le même endroit. Alors, nous avons maintenant une question concernant le formulaire. Ok, toujours donc dans le sens de la fenêtre 2. Un internaute voulait savoir, alors, une société A peut-être faire partie d'un consortium et être le fournisseur de notre projet dans la même fenêtre. Ma question va s'adresser à M. Marc pour... Oui, lorsque vous êtes promoteur d'un projet qui est soumis à l'OCEF et que vous avez une activité pour laquelle un autre vous sollicite, vous êtes dans votre activité normale. Donc, vous n'êtes pas partie prenante de l'autre projet, vous êtes qu'un prestataire. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème, sauf s'il se trouve que vous êtes partie prenante, disons propriétaire de l'autre projet. Là, il y a un peu de difficulté. Merci. Nous allons passer donc à une question concernant donc, le formulaire. Alors, l'internaute voulait savoir, pour une nouvelle entreprise qui est naissante, qui n'a pas d'état financier, est-ce qu'elle peut toujours soumettre donc, à l'appel à proposition de l'OCEF? Monsieur Robert. Oh, oui. Ok. Merci, c'est Marc. Une jeune entreprise, peut-être qui n'a même pas encore fait un exercice, si elle peut, la question est de savoir si elle peut soumissionner. Sur le principe, on va vous dire, oui, c'est possible, mais il y a une condition derrière. Nous allons examiner le niveau d'expérience de ceux qui ont constitué cette entreprise-là. Du point de vue d'abord de ceux qui vont exécuter le projet d'entreprise qui est soumis à l'OCF,
mais également ceux qui sont les propriétaires, donc les actionnaires de cette nouvelle société. Sinon, dans le principe, comme nous l'avons dit, c'est principalement des structures qui ont de l'expérience dans le domaine, de l'expertise dans le domaine où ils veulent opérer et pour lequel ils soumissionnent un projet. Donc, soyons clairs, une société nouvelle, c'est pas refusé, mais il est important de s'assurer que ceux qui ont constitué cette société pour pouvoir soumissionner à MCA Bénin 2, à l'OCEF, ont bien l'expérience dans le domaine où ils sont, aussi bien au niveau de l'équipe d'exécution qu'au niveau des actionnaires, les propriétaires de cette entreprise-là. Merci, M. Mac, pour ces éclaircissements. Nous allons continuer donc la session de questions-réponses et n'hésitez pas à poser vos questions relatives au formulaire de demande de cofinancement. Si vous avez donc des préoccupations dans ce sens, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous allons répondre. Nous allons continuer toujours sur cette lancée des questions-réponses. Alors, ma question va s'adresser à M. Dario. Alors, est-ce que vous pouvez, c'est l'Internet qui le demande, pouvez-vous préciser comment le taux de rentabilité économique est calculé et sur quelle période de temps est-il mesuré? Bon, on commence pour dire que le taux de rentabilité économique est calculé sur 20 ans. Et il sera calculé seulement pour les propositions qui seront présélectionnées, que donc ils seront déjà retenues dans la liste restreinte. Donc ce n'est pas toutes les propositions qui on demande, avec lesquelles on fera les calculs des rendements économiques, et c'est un calcul que c'est nous-mêmes qui allons faire, sur la base d'une certaine série d'indicateurs qui sont des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs, si vous voulez, des indicateurs sociaux. Donc c'est un ensemble des critères qui sont utilisés pour calculer. Il y avait l'autre question, toujours dans la même internaute, qui disait mais qu'est-ce que c'est les 25% du soumissionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire mettre les 25% quoi? Bon, il est simple. Quoi. Si vous avez un projet de 100 millions, vous mettez 25 millions, l'OCF met 75 millions. Quoi. Voilà, c'est ça qui veut dire quoi. Le budget du projet, c'est 100 millions pour les 2 ans. Et donc, vous mettez 25 millions, donc vous partez pour les 25%, si c'est le cas, parce qu'il demande pour les 25% de participation. Et l'OCF mettra 75%. Mais attention, il est largement souhaité que les 25% de contributions, c'est le minimum. Mais il est largement souhaité que, étant donné que c'est un fonds qui veut solliciter les investissements et donc l'apport des capitaux, il est fort important que les soumissionnaires aient un taux de participation assez élevé, qui puisse atteindre 50 voire 75% aussi. Peut-être un élément, un complément, revenant sur la question de calcul du taux de rentabilité économique. Comme Dario l'a dit, ce calcul est effectué par nos MCA Bénin, MCC, sur la base d'un certain nombre d'éléments. Mais le concept, le modèle est fourni et fait partie des documents d'information qui est mis à votre disposition que vous pouvez lire sur le site. D'accord. Nous avons une question par rapport donc, à l'aspect investissement et je vais la poser à M. Robert. Alors, est-ce que le prix du remplacement d'un équipement à moyen terme doit être pris en compte comme le montant d'investissement initial? Les pièces de rechange, etc., doivent être pris en compte dans le plan d'affaires, mais pas au début, dans la phase de construction, la phase d'investissement. Au moment où vous faites la dépense, c'est là le même moment où il faut le mettre dans le plan d'affaires. Donc si les batteries sont changées après 10 ans, il faut mettre une prévision pour le remplacement des batteries à 10 ans. Alors, je vais toujours continuer avec vous, M. Robert. Alors, l'internaute demande, dans le cas où un projet débute avant la prise de décision d'aide au nom du MCA, est-ce que les dépenses préalables à la décision peuvent être prises en charge par la subvention du MCA de Bénin? Non, parce qu'on n'a pas encore signé une cible. Alors, ma prochaine question va s'adresser à M. Dario. Alors, dans le modèle commercial, aspect financier, il est écrit, en fait, l'internaute voulait savoir pour combien d'années
devra-t-il considérer le coût pour la période de construction du projet ou l'ensemble du projet sur la période de 20 ans? Bon, l'internaute fait référence au plan d'affaires, au feuille 4 du plan d'affaires qui s'appelle plan d'investissement. Les plans d'investissement concernent exclusivement la durée d'investissement, donc du projet. Si c'est un projet de 24 mois, ça concerne les 24 mois, ça ne concerne pas les 20 ans. Les 20 ans, par contre, vous les trouverez sur les plans, sous les tri, sur le calcul du tri, sur une autre feuille du même plan d'affaires. Mais pour les plans d'investissement, ça concerne exclusivement les fonds qui seront mis dans les projets, donc pour la durée qui lui sera consacrée. Ça peut être maximum 12 ans, 24 mois, minimum 12 mois. Oui, j'aimerais ajouter, il faut comprendre, nous avons dit que c'est des projets d'affaires. Donc, les projets que nous faisons, dont nous parlons, c'est des projets d'entreprise. Donc, il y a une phase d'investissement qui est suivie automatiquement, immédiatement de la phase d'exploitation de l'objet mis en place. Et nous avons, dans cette optique, lorsque nous parlons de 2 ans, c'est le délai maximum donné pour l'investissement. Donc, il ne faut pas confondre. Le projet n'est pas un projet de 2 ans. Nous nous engageons dans une initiative de longue durée. Voilà la précision que je voulais apporter en complément. Merci, M. Marc, pour cette précision. Alors, nous avons une question concernant donc, toujours les localités, la localisation géographique. Alors, M. Robert, est-ce que plusieurs communes peuvent être regroupées ensemble pour un seul projet? Bien sûr. Oui. C'est à vous le choix. Ok, nous allons passer à... Bon, il y a plusieurs internautes qui te posent la même question. Je pense que M. Robert vient de fournir la réponse donc, à cette question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions concernant donc, le formulaire de demande de cofinancement de l'OCEF, sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Et toutes vos questions et préoccupations seront prises en compte et répondues. Alors, nous avons de nouvelles questions. Et je pense qu'elle a été déjà répondue, mais la précision donc, est de mise. Monsieur Dario, est-ce qu'une nouvelle société appartenant à un groupe peut présenter les références et états financiers d'un groupe? Si Si une nouvelle société appartenant à un groupe peut présenter donc, les références et les états financiers du groupe. S'il est partenaire, oui. Mais s'il est simple société affiliée, non. Il faudrait soumissionner alors comme société, comme la grande société mère. S'il n'est pas partenaire. Mais des préférences, c'est mieux de l'avoir comme partenaire. Oui, si la nouvelle société considère la société mère comme partie prenante du projet, puisque nous avons un critère sur la capacité financière, si la société mère se présente comme étant celle qui va l'accompagner financièrement, oui, elle doit fournir des éléments qui montrent qu'elle a la capacité financière d'accompagner la société qu'elle a créée. Donc, en ce sens-là, elle a besoin d'apporter des éléments qui prouvent cette capacité, notamment les états financiers, qui nous permettent d'apprécier sa capacité à apporter ou bien à répondre à l'engagement financier qu'il est en train de prendre vis-à-vis de la nouvelle société. Merci. Merci. Et pour compléter, et n'oubliez pas que s'il s'agit de partenaires, il faut que les deux, les chefs de file et les partenaires, même si c'est file mère, société fille, qui signent un mémorandum de partenariat pour la mise en œuvre du projet, spécifiquement pour ça, dans lequel il y a les partages, la société mère fera ça, la société fille fera autre. Donc il y a quand même un accord partenariat, nous on est sûr qui va faire quoi à l'intérieur du projet. Merci. Alors, nous avons également une question concernant le prix. Et maintenant, je voudrais savoir à quel prix conseillez-vous donc de céder le kilowatt pour nous conformer aux normes? Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question ou monsieur? Non, on ne peut pas répondre à cette question. Ça dépend de ce que vous allez offrir, mais et ça dépend aussi de votre plan d'affaires.
mais on ne peut pas donner de recommandations. Alors, nous avons spécifiquement une question par rapport au formulaire, mais avant cela, je voudrais rappeler qu'un message a été partagé en fait dans la partie chat, et je voudrais rappeler que le seul canal d'information en fait c'est celui donc, du MCA Bénin 2 et de l'OCEF, et donc toutes les questions que vous avez donc seront sur ce canal là, spécifiquement info@ocef.bj. Et ne vous inscrivez donc pas à des groupes WhatsApp de n'importe quelle société. Le seul canal donc, officiel est celui donc, du MCA Bénin 2. Merci pour votre compréhension et évitez de vous faire arnaquer. Nous allons continuer donc avec la session de questions-réponses. Alors, nous avons une question par rapport au formulaire de demande de cofinancement maintenant. Alors, M. Dario qui voulait savoir à quoi sert donc la colonne fréquence dans le formulaire de demande de cofinancement. Fréquence à quel point? Dans les business plans. C'est le plan d'affaires. Dans au niveau de la fiche plan d'investissement. Alors, est-ce que l'internaute peut clarifier sa question pour que nous puissions la reprendre en compte? En attendant, nous allons passer à une autre question sur le formulaire de demande de cofinancement. Alors, l'internaute écrit le formulaire de demande de cofinancement. Enfin, le formulaire demande que les analyses de gens soient menées dans chaque village. L'internaute voulait savoir si on doit mener des enquêtes extensives sur le terrain pour donner le nombre précis de femmes, de jeunes, de personnes handicapées, ainsi que donc la réponse à cette question. Est-ce que M. Robert peut nous apporter plus de clarification à ce sujet? Alors, est-ce qu'une enquête extensive doit être menée dans le cadre, donc, dans le formulaire de demande, il est demandé en fait que l'aspect genre, jeune et des différentes couches soient prises en compte? Est-ce qu'une enquête extensive... Bon, il est fortement recommandé de visiter le site de votre intervention et de parler à la population. Si vous faites une enquête, ça sera encore mieux. Il faut quand même savoir qui seront vos clients et quelle est la composition. Et voilà, le genre est un des éléments importants. D'accord, je vais passer la parole à M. Marc pour nous donner plus d'éclaircissement sur la question de fréquence liée au formulaire de demande de cofinancement. Ok, merci beaucoup. La question qui a été posée par rapport en se référant à la fréquence dans le business plan, elle est relative au modèle que nous avons proposé. Dans le modèle, vous avez plusieurs feuilles. La question porte sur la feuille intitulée plan d'investissement. Et nous avons une première colonne coût en USD, donc nous avons la liste des équipements. Nous avons une colonne unité, une deuxième colonne quantité, nombre. Nous avons une colonne unité. Ça, c'est ce que nous avons traditionnellement partout. Et dans les états des budgets, la colonne fréquence est venue et ça paraît, c'est un peu sorti de l'ordinaire. Et ça, je comprends pourquoi la personne pose la question. Voici l'explication. Lorsque vous envisagez acquérir un équipement, vous le donnez en quantité et vous donnez le coût unité. En général, ça vous permet de savoir la quantité, le coût total. Mais il se pourrait que ce soit une opération qui va être répétée dans le temps. Donc, ça nous permet de voir dans un premier stock combien vous achetez et si vous allez le faire plusieurs fois, dans la colonne de fréquence vous permet d'indiquer combien de fois vous allez faire l'opération. J'espère que cela vous éclaire un peu. Merci pour votre précision. Nous avons une question, donc je vais l'adresser à M. Dario. Alors, pouvez-vous nous décrire ce qu'il faut faire pour le processus d'acquisition de technologies solaires? En fait, c'est un internaute qui pose la question. La question n'est pas bien claire. Je vais demander donc à l'internaute pour préciser sa question pour que nous puissions donc la prendre en compte. Nous allons passer donc à une autre question. Alors, pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions
sur donc, le formulaire de demande de cofinancement. Alors, par rapport au consortium, un internaute demande si un membre du consortium et un fournisseur sont tous détenteurs à 100% d'une société, doit-on passer par une procédure de passation de marché? Bonsoir à tous. Ma question s'adresse à M. Dario, je la reprends. Si un membre du consortium et un fournisseur sont tous détenus à 100% par une même société, doit-on passer par une procédure de passation de marché avec le fournisseur? Est-ce que vous avez saisi un peu Bon, c'est une société affiliée. Ok. Bon, un consortium est normalement constitué de plusieurs entités qui se sont mises ensemble pour exécuter un projet sur lequel ils se sont entendus. Alors, si les membres du consortium sont détenus à 100% par un troisième ou bien un tiers, une société tierce, la question c'est de savoir est-ce que le fournisseur, une société hors du consortium, qui est détenu à 100% par un membre du consortium, peut être fournisseur. C'est bien ce que je comprends. Et passer par une procédure de passation. Et passer par une procédure de passation de marché. Alors, il faut être clair. La question de procédure de marché, de passation de marché, exige que nous ayons de la transparence dans la passation des marchés. Donc, lorsque il y a des liens trop étroits qui ne permettent pas la transparence et la vérité des prix, il faut comprendre que nous avons une difficulté. Ça, c'est sur le principe. Par rapport à la question précise maintenant, ça ne sera pas possible parce que l'un détenant l'autre, on ne peut pas avoir la vérité des prix. C'est ça le problème qui va se poser. Toutefois, si le produit qui va être utilisé dans le cadre du projet est fourni exclusivement par l'entité dont on parle, le soumissionnaire doit le déclarer dès le départ et nous allons nous assurer que les prix auxquels les produits sont fournis pour le projet sont des prix compétitifs sur le marché. Donc, dans le cas contraire, on ne pourra pas avancer. Donc retenons que dans le principe, lorsqu'il y a une relation si forte entre les entités, la passation de marché pose déjà problème si ce n'est pas une autre. Quand c'est entre eux, le principe de la passation de marché en ce qui concerne la transparence du marché est déjà heurté. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. C'est ce qu'on peut vous recommander. Alors nous avons une question d'un internaute qui, je vais l'adresser à M. Dario, un internaute qui avait soumis pour le premier appel à projet et qui avait déjà donc des lettres de consentement reçues des autorités locales. L'internaute voulait savoir en fait s'il peut toujours soumettre donc ces lettres acquises dans le cadre du deuxième appel à projet. Oui, en principe, il n'y a pas de problème. Cependant, il serait nécessaire, étant donné que presque un an est passé, que les soumissionnaires vérifient si effectivement ces autorités sont encore, il dit qu'ils sont encore en place, mais s'ils sont encore disposés à aller, au moins par téléphone, au moins c'est les renseigner qu'ils entendent soumettre la lettre de leur consentement, parce qu'un an est passé, peut-être la commune, la mairie, les autorités, ils ont trouvé déjà d'autres partenaires. Donc on vous suggère quand même de les mettre à jour. On vérifie, vous pouvez soumissionner les mêmes s'il y a à changer. Mais assurez-vous qu'il y a à changer effectivement avec les autorités. Alors, une question pour M. Robert maintenant. Alors, les exonérations qui sont présentées donc, dans le cadre du manuel de procédure, les exonérations du MCA Bénin 2 prennent-elles en compte donc, toute la durée de vie du projet, 15 à 20 ans, ou juste donc, la période de 2 ans d'investissement? L'appui de OCEF est pendant les deux années et les exonérations sont faites pour ça. Ensuite, il y a des règles fiscales et des lois qui règlent quels équipements sont exonérés
dans tous les autres cas. Et ça, c'est valable après les 2 ans qui est supporté par OCEF. Oui, peut-être pour préciser, merci beaucoup Robert, pour préciser, lorsque nous avons ce projet, il y a une partie qui est financée par l'OCEF et une partie financée sur vos fonds propres. La partie qui est financée sur vos fonds propres peut bénéficier des exonérations dans le cadre des mesures fiscales mises en place par le gouvernement. Lorsque vous êtes en électrification rurale, et ceci reste valable tout le temps jusqu'à ce que cette disposition soit abrogée. Et vous avez sur le site de l'OCEF un lien qui vous permet de voir le contenu de cette disposition-là. Maintenant, il y a une institution de la place qui accompagne dans la mise en œuvre et le bénéfice de cette exonération. Il s'agit de l'ABERM. Donc, et l'ABERM travaille avec nous. Dans le cadre de l'OCEF, l'ABERM va accompagner les promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre ou bénéficier de cette exonération. Alors, nous allons continuer avec M. Dario. Alors, un participant demande si le soumissionnaire détient des produits, par exemple donc des câbles, est-ce qu'il peut les faire prendre en compte dans sa participation financière si ces câbles entrent dans le projet soumis? Oui, il s'agit d'une participation en nature. Comme vous verrez sur le guide pour les soumissionnaires, pour la participation, ça peut être en espèces, donc en numéraire, et en nature. Mais là, pour en nature, donc dans ces cas, ça pouvait être ces câbles. Mais attention, parce que la participation en nature ne peut pas dépasser les 15% du total de votre participation. Donc, par exemple, si vous participez à 100 pour une valeur totale de $100,000, votre participation en nature ne pourra pas être plus de $15,000. Tout le reste doit être participation en numéraire. Il faut s'assurer aussi que, il faut vous assurer que les câbles que vous envisagez prendre en compte dans le cadre du projet sont conformes aux normes qui ont été éditées sur les câbles. Merci. Alors, je vais toujours continuer avec vous, M. Marc. Une question. Alors, il a été dit dans le formulaire, démontrer comment les projets assureront la protection des communautés, par exemple par rapport à l'utilisation des équipements, la sensibilisation au risque du paludisme. Alors, l'internaute voulait savoir de quel type de protection parle-t-on et quel lien entre l'électricité et le paludisme. Ok. Il faut reconnaître que tous nos projets s'inscrivent dans une logique globale de bien-être des communautés. Alors, lorsque nous parlons de l'électricité, c'est l'électricité pour un usage donné. Donc, nous fournissons l'électricité pour un usage donné. Alors, on peut faire un lien avec le paludisme. Lorsque nous avons de l'énergie, nous pouvons l'utiliser à travers des mécanismes qui permettent de protéger contre le paludisme. Nous pouvons également, parlant du paludisme, l'énergie mise à la disposition des centres de santé contribue à assurer la santé des populations. Notamment lorsque nous parlons du paludisme, nous savons que c'est un problème au niveau dans nos pays. Donc voilà les liens possibles que vous pouvez faire avec la question du paludisme. Donc globalement, nous sommes dans la dynamique de développement et de bien-être des populations. Donc l'usage utile et pour le bien-être de l'énergie, voilà les dimensions. Donc vous pouvez les démontrer comme étant des effets que votre projet peut apporter lorsque éventuellement il est accompagné en termes de bien-être, les bien-être que cela peut apporter aux communautés que vous visez. Merci. Alors, nous attendons toujours vos questions. Nous avons encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à les poser. Nous allons donc y répondre. Oui. Oui, nous attendons toujours vos questions. Alors, pour rappel, je voudrais déjà vous rappeler que la date limite de soumission donc, des propositions est fixée pour le vendredi
8 mars. Et soumettez donc à temps vos propositions et n'attendez donc pas la dernière minute pour le faire. Nous avons donc une question par rapport donc aux soumissionnaires. Je vais l'adresser à M. Tario. En ce qui concerne l'installation d'une mini-centrale photovoltaïque, alors l'internaute voulait savoir quelles sont les personnes qui sont éligibles. Est-ce que ce sont des individus ou donc des sociétés qui doivent faire la demande? Bon, pour les références, personnes, pour les personnes éligibles, pour les soumissionnaires qui sont éligibles à cet appel à proposition, vous faites référence au guide pour les soumissionnaires dans lequel il vous donne la liste des soumissionnaires. Il faut tenir présent qu'il faut être une personne morale, donc les personnes individuelles plus physiques ne peuvent pas soumissionner. Personne morale, ça veut dire société. Ça veut dire, ça peut être une ONG, ça peut être aussi les organisations para-étatiques, comme ça peut être des universités, des centres de recherche. Vous voyez, il y avait toute une liste des soumissionnaires éligibles à ces fonds, au fonds de l'OCEF, qui est dans la guide pour les soumissionnaires. Et attention, veuillez donc ne pas tenir compte donc, du message du contact SONAC. Ceci donc est bien un groupe créé donc, par l'OCEF et le seul contact éligible pour poser vos différentes questions est info@ocef.bj. Nous précisons bien, SONAC n'est pas un groupe créé par MCA Bénin 2. Une seule et unique voie de communiquer avec MCA Bénin 2, c'est info@ocef.bj. Toute autre voie vous expose à vous faire arnaquer. Merci beaucoup. Alors j'ai une question pour M. Robert. L'internaute voulait savoir quel est le délai de dépouillement des offres. Bon, pour le premier appel, c'était presque une année. Et on va essayer d'accélérer, mais ce n'est pas sûr. Donc, vous pouvez considérer que la réponse peut prendre quelque temps. D'accord. Nous allons encore prendre 2 ou 3 questions. Et n'hésitez donc pas à poser vos questions. Alors, la vidéo donc, de ce webinaire serait mise en ligne et sera donc accessible à tous très bientôt. Et nous vous invitons également donc, à consulter le site web de l'OCEF. Toutes les questions et réponses donc, liées au deuxième appel à projet sont disponibles sur le site de l'OCEF et n'hésitez donc pas à les consulter pour en savoir davantage. Nous avons une dernière question. L'internaute voulait savoir jusqu'à quand ils peuvent poser leurs questions dans le cadre du deuxième appel à projet de l'OCEF. Je voudrais laisser la parole à M. Marc pour plus de précision. Ok. Pour cette question, comme vous avez vu dans l'information, l'indication dans le guide des soumissionnaires, normalement la phase des questions-réponses est clôturée. Mais comme nous avons lancé ce webinaire, nous vous laissons la possibilité pendant quelques jours encore pour poser vos questions. Une dernière question à M. Robert avant de conclure donc, ce webinaire. L'internaute voulait savoir par rapport donc, au plan d'affaires et de TRI, est-ce qu'il est obligé de faire une projection jusqu'à 20 ans? Bon, ça dépend de votre activité. Si vous faites une mini-réseau, oui. Si vous proposez de la diffusion de kits solaires, peut-être 20 ans c'est trop, mais 15 ans c'est mieux. Donc ça dépend de votre activité. Alors, pour rappel, l'OCEF vous invite à une séance de formation qu'elle organise sur le thème « Comment remplir le formulaire de demande de cofinancement pour le deuxième appel à projet ».
Et cette formation aura lieu le vendredi 22 février à 9 h à Cotonou, au siège du MCA Bénin 2. Donc, au cours de cette session, une session de questions-réponses sera prévue pour également répondre donc, à vos différentes préoccupations sur le questionnaire, le questionnaire de demande de cofinancement. Sur le formulaire de demande de cofinancement. Alors, la date limite de soumission du projet est fixée pour le vendredi 8 mars. N'hésitez donc pas à soumettre à temps vos différentes propositions de projet. Et la vidéo donc, de ce webinaire sera enregistrée, mise en ligne donc très bientôt. Merci et à bientôt.